J'arrive au Vatican. Alors d'abord, il faut à peu près 1 heure et demie pour arriver de salon en salon, arriver jusqu'à lui. On vous fait attendre d'antichambre en antichambre. Et je voyais ce Vatican luxueux, plein d'œuvres d'art, que lui, il déteste. Parce qu'il n'aime pas... si c'était un évêque des pauvres, il n'aime pas le luxe, la pauvreté. La veille du jour où je l'ai vu, il avait donné un repas pour 2500 personnes sans abri sur la place Saint-Pierre. Il avait partagé le repas avec eux, alors qu'il refuse de partager un dîner avec Emmanuel Macron ou Justin Trudeau. C'est quand même cet homme-là. Il casse une tradition, là. Voilà. Et puis je le rencontre et c'est un homme lumineux, tout à fait lumineux, parce qu'il est habité, véritablement. On voit qu'il y a quelque chose en lui qui est plus fort que son âge, que la souffrance physique, parce on voit qu'il souffre de la hanche, de la jambe, etc. Et il écoute avec autant de profondeur qu'il répond. Il tire le meilleur de vous et il rebondit en vous élevant encore plus. Et voilà, et puis il me raccompagne, il veut me raccompagner jusqu'à la porte. Moi, je vois son degré de souffrance, je lui dis non, c'est moi. Et il me dit. Donc, on ne résiste pas à sa gentillesse. Donc, il se lève, il m'accompagne. Et sur le pas de la porte, il me dit « Priez pour moi ». Là, je me dis mon italien se barre, je n'ai pas compris. Je lui demande de répéter. Et il me dit « Priez pour moi ». Et moi, je suis fils de... Mon père était kinésithérapeute, physiothérapeute. Il a passé son temps à soigner les gens. Et donc, j'ai un réflexe. Je regarde sa jambe, je regarde sa hanche, je regarde sa canne. Et il voit que j'interprète ça comme ça. Et il a un grand sourire. Et il me dit non. Et il monte la bibliothèque du Vatican, immense, le Vatican derrière, et sans doute toute la chrétienté, en disant la tâche est lourde, ma charge est pesante. Priez pour moi pour que j'y arrive. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler parce que c'est un des plus grands auteurs, je dirais presque de la planète, Joss. Je pense que j'ai parfaitement raison en disant ça. C'est quelqu'un que j'ai croisé sur les plateaux de télévision et à chaque fois, ça a été des discussions profondes. C'est quelqu'un qui me fait réfléchir par ses écrits. C'est un acteur, un écrivain, un réalisateur aussi. En fait, on va le découvrir. Savez-vous quoi? Je ne vais pas tout vous dire sur cet homme-là parce qu'il nous accorde le temps. Il nous accorde peut-être, 1h30, 2 heures avec lui aujourd'hui pour faire un ouvre ton jeu et vous dire combien j'étais heureuse qu'il accepte. Et ça, c'est pour vous. Alors, je vous le présente. Éric Emmanuel Schmitt. Bienvenue, Éric. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire Éric ou Éric Emmanuel? Éric. Ou... Éric, ça vous convient. Éric, je n'avais pas préparé de présentation parce que ce n'est pas le but du podcast. Dans le fond, le but, c'est de vous découvrir à travers les questions et ne pas laisser croire qu'on vous connaît parfaitement avant que ça commence parce que vous êtes presque un personnage... j'aurais envie de dire, en ce qui me concerne, mystique. Parce que je me demande comment vous arrivez à faire tout ce que vous faites. Parce que j'ai sauté des étapes, là, mais vous écrivez les pièces, vous jouez dans les pièces, vous pouvez jouer 1, 2, 3 personnages dans la même pièce. Vous avez toujours 1 ou 2 livres qui vont sortir chaque année. Vous êtes présent, vous faites des conférences, vous rencontrez les gens, vous voyagez beaucoup. Oui, j'adore. Vous voyagez, je vous vois ce matin... Vous êtes tout frais et dispo. Alors, c'est quoi votre... secret? Le sommeil. Je dors comme un bébé. Du moment que j'ai mes 8 heures de sommeil, je suis en forme toute la journée, concentré toute la journée. Par contre, si on me donne que 7 heures de sommeil, je commence à être agacé. Et si je dois dormir moins, alors là, je suis vraiment... je peine. Mais voilà, le sommeil me régénère. Mais quand vous voyagez avec le décalage horaire, est-ce que ça vous affecte? Non, parce que là, je sors d'une nuit de 9 heures. Je me suis levé, mais heureux. Il y avait le soleil sur Montréal. On avait rendez-vous.
Je jouis de chaque instant. Je crois que s'il y a un secret, c'est ça. Mon secret, c'est la joie. C'est-à-dire que la joie décuple le pouvoir de faire. Si on fait les choses avec joie, on arrive à faire beaucoup plus de choses que si on les fait sans joie. Et j'ai compris ça au cours de ma vie. Et je me dis que chaque instant, je dois le vivre intensément, je dois le déguster, il est important, il est unique. Et je rêve pas d'être ailleurs et je pense pas au passé, je suis complètement dans le présent. Un peu comme un enfant en fait, complètement au présent. Mais ça se pratique cet art-là? Je crois que oui. On a tous des raisons d'être nostalgiques, mélancoliques. Il nous manque toujours quelque chose. Et si on regarde notre vie sous le mode du manque, on est malheureux. La même vie, si on la regarde sous le mode de la joie, c'est-à-dire la joie d'exister, la joie d'être au monde, la joie d'être en face des personnes avec qui on est, la joie d'avoir les relations qu'on a avec les autres, la joie d'avoir ce qu'on a, eh bien, ça change tout. Donc, vous voyez, la même vie, selon votre regard, c'est une vie triste ou une vie heureuse. Alors moi, résolument, j'ai pris le parti du bonheur. À quel moment c'est arrivé dans votre vie de prendre ce parti-là? Pas si tôt que ça. J'avais des dispositions pour le bonheur parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Puis après, la vie vous donne des coups. J'ai eu ma part de coups. Les aides qu'on perd, les maladies, la violence du monde, enfin bon. Donc il y a toutes les raisons de quitter ce bonheur spontané. Et la philosophie m'a aidé à me dire, attention, place-toi du côté du positif. Et ça a été un long travail. Et après, ça devient une seconde nature. Ou plutôt, j'ai retrouvé ma nature d'enfant par un travail finalement philosophique, un travail de sagesse. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui est triste en avançant en âge, c'est que souvent, on perd notre capacité d'émerveillement. Oui. Et en même temps, c'est probablement là qu'on aurait le besoin le plus dans notre vie. Complètement. Parce qu'on vit souvent par procuration les problèmes de nos proches. On s'inquiète, on regarde la télé, on devient angoissé. Donc, ça rend la joie moins accessible. Moi, je pense qu'on a un pouvoir sur nous. On n'a pas de pouvoir sur le monde, ou très peu, mais on a un pouvoir sur notre perception du monde. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, on peut vraiment, à mon avis, redresser les choses. Je pense que ce que vous avez dit, c'est extrêmement important. L'émerveillement, l'étonnement. Quand on est enfant, on s'étonne. Et on admire, c'est-à-dire on s'émerveille. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Moi, très volontairement, je vis chaque instant comme ça. Avec étonnement, avec émerveillement. Et du coup, la vitalité est là. Pour moi, chaque instant est une aube. Mais c'est ce qu'on ressent à votre contact, Éric. On vous sent, en tout cas, je vous vois toujours un peu d'humeur égale, toujours de bonne humeur, toujours content d'être là malgré le décalage, malgré que ça fait votre 8e entrevue. Vous avez toujours cette présence. Donc, c'est un travail. Il faut en être conscient de ça. Oui, mais il faut lutter contre soi-même. Parce qu'on a tous des pentes qui peuvent nous amener vers la mélancolie. Oui. Moi, par exemple, je voudrais faire une confidence. Si je bois, je deviens triste. Vous avez le vin triste. J'ai le vin triste. Pourquoi ? Parce que arrive tout ce que j'ai refoulé toute la journée. Les gens qui ont le vin gai, ils ont refoulé leur gaieté naturelle ou leur désir pendant la journée, ils sont désinhibés et ils deviennent gais. Moi, c'est la tristesse qui arrive, parce que je suis arrivé à inhiber tout le temps. Donc, je sais qu'il y a un grand fond de mélancolie, il y a un grand fond de nostalgie, je suis extrêmement attaché à des êtres que j'ai perdus, mais je lutte. Mais est-ce que des fois, vous dites, j'ai envie de prendre un verre justement pour arriver dans cette zone-là? Tu sais, des fois, on écoute une pièce musicale. La musique. La musique. La musique plus que l'alcool. La musique, je trouve que ça nous ramène à des émotions. Complètement. Autant de la musique joyeuse que moi, c'est la musique classique, ça vient me chercher profondément. Moi aussi. On dirait que je me reconnecte à mon essence. Oui, on se reconnecte à sa vie spirituelle et sentimentale. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens vraiment
Une fois, j'avais perdu quelqu'un et ça m'avait tellement choqué que j'ai perdu tous mes souvenirs d'avec elle en même temps. Complètement. Rien. Un choc post-traumatique. Oui, c'est ça. Mon cerveau m'a protégé du chagrin en m'enlevant les souvenirs. Et plusieurs années après, tout d'un coup, une musique de Mozart, concerto pour violon, le mouvement lent, une mélodie extrêmement délicate, sensible, féminine. Et là, tout m'est revenu. D'abord les larmes, enfin les larmes. Et puis les souvenirs. Parce que même les larmes avaient été bloquées. Ouais. Donc l'émotion, c'est pas juste... C'est vrai que l'émotion arrive avec les souvenirs. Donc il y avait un blocage, c'était trop lourd. C'était trop lourd, mon cerveau m'avait protégé de... Je pouvais y rester. Et qu'est-ce que ça fait quand les larmes coulent? C'est bon parce qu'on retrouve la personne d'abord. Mm-hmm. Parce que j'avais perdu les souvenirs. Et puis on commence le processus du chagrin, c'est-à-dire qu'on refait une place à une personne qui est partie dans notre vie. C'est une place qui est dans notre esprit, c'est une place qui nous accompagne dans la perception du réel. C'est une réconciliation avec ses souvenirs. Et c'est une façon surtout de faire exister l'autre qui n'existe plus. C'est doux. C'est une reconstruction ouais. De l'autre. Vous êtes prêt à ouvrir votre jeu? Alors voilà comment ça fonctionne, Éric. Il y a les cartes vertes. Tantôt, je vais vous dire, vous allez devoir en piger. Ce sont des questions générales. Ce sont des questions que je pourrais poser. Je les choisis, mais je pourrais quand même poser à tous les invités. Les jaunes, on commence quand même à définir la personne. Les rouges sont vraiment pour vous, les questions rouges. Les mauves, si ça vous tente de continuer, vous allez répondre à une question mauve. C'est des questions plus hypothétiques. Et vous avez le droit de me poser la question de votre choix aussi, si vous décidez d'aller jusqu'aux questions mauves. Ça, c'est toujours la dernière que je pose. Et vous avez un joker. Donc, parce qu'il y a les questions, je pose des sous-questions. Si à un moment donné, vous dites « Ah, ben moi, j'arrête là. » Alors moi, ça me permet d'aller là où je veux parce que vous avez une protection. D'accord. Alors ça, vous êtes libre de l'utiliser ou non. Donc, vous brassez, elles sont un peu grosses, vous pouvez les brasser sur la table comme ça, vous allez m'en donner 3. On va commencer avec les cartes vertes. Vous allez m'en donner 4. Vous allez en choisir une et je vais en choisir une. Je vais vous les lire. Donc, la première. Et je vous les donne, c'est moi qui vous les donne? Vous m'en donnez 4. Allez, 1... C'est un peu comme si vous étiez chez une cartome ancienne. Oui. Et on ne sait pas où on s'en va avec l'entrevue. Vous comprenez? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire dans cette entrevue-là. Le thème, c'est vous. Quelle place prend l'amitié dans votre vie? Quel est le plus grand legs de votre mère? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quel est le trait de caractère sur lequel vous avez dû travailler? Alors, quand je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai détesté les miroirs pendant quasiment toute ma vie. C'était juste un truc hygiénique pour se raser, pour vérifier que, etc., etc. Et depuis que ma mère est morte, j'aime me regarder dans les miroirs parce que je vois une partie de ses traits. Donc, je suis complètement réconcilié avec. Et maintenant, quand je me regarde dans un miroir, je souris. Mais parce que j'ai l'impression que je lui souris aussi. C'est une de ses façons d'être là. Quels sont les traits que vous avez hérités de votre mère? Le menton, le petit menton rond, les fossettes, le regard, la forme des yeux. Et alors ça me... Voilà. Je lui souris, donc je me souris. Et pourquoi c'était si difficile avant de se regarder? Parce que je trouvais que ça va être très con et très prétentieux ce que je vais vous dire. Je trouvais que ça n'avait aucun rapport avec moi. C'était pas comme vous vous sentiez en dedans? Moi, je me sentais pas en dedans, c'est-à-dire que alors bien sûr parce que les mouvements de l'image sur le miroir répondaient à mes mouvements, je me rendais bien compte que c'était moi, mais je me disais mais c'est quand même aberrant, c'est arbitraire, c'est pas ça. Parce que moi je sais que je dégage l'image d'une certaine force et je me sens pas comme ça. Je me sens beaucoup plus fragile.
que l'image que je peux donner. Parce que vous avez une carrure dans Oui. ce sens-là, c'est que votre corps est fort. Oui, et puis le visage, il est ferme aussi, etc. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir à ce moment-là dans le miroir? Ben, en fait, je sais pas. Quelqu'un qui semble plus... Quelqu'un, oui, qui semble plus... plus fragile? Plus fragile, oui. Et je me disais, putain, mais c'est... Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était faux ce que je pensais. C'est-à-dire que, de fait, je suis fort. Je m'en suis rendu compte. J'ai une énergie incroyable, j'avance. Et en fait, la partie qui dit plus, qui compense et qui dit plus que je suis, c'est la voix. Parce que j'ai une voix de ténor, j'ai une voix douce. Et alors finalement, je me dis, oui, alors l'ensemble du physique qui est fort et la voix qui est douce, c'est moi. Est-ce que ce physique-là qui est carré, est-ce que ça vous a nui dans la vie? Est-ce que... Non. Non, ça, vous êtes fier de ça? Bah, oui, oui, bah, à partir du moment où on est aimé, moi j'avais pas d'avis sur mon physique avant que je puisse vivre des histoires d'amour qui me montraient que c'était possible. Alors je me suis dit, bon, ça va, je vais pas m'emmerder à penser des choses moches sur moi, puisque de toute façon, ça fonctionne. Mais parce que ce que vous dites, c'est quand même un enjeu chez plusieurs. Cette espèce de décalage entre comment on se sent à l'intérieur et l'image qu'on projette. Parce que c'est la première rencontre avec l'autre. Oui. C'est d'abord cette image-là qu'on projette. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas reçu comme on devrait être reçu. Et alors, on peut se tromper. Moi, en l'occurrence, je m'étais trompé. C'est-à-dire, quand je pensais que l'image que j'offrais n'était pas moi, je me trompais. Parce qu'en fait, comme je vous disais, le corps est solide, mais la voix est douce. Oui. Voilà. Ouais, donc la perception est bonne. Donc, la perception est juste. Donc, j'ai fini par dire, finalement, je me ressemble. Qu'est-ce que vous préférez chez vous physiquement? Mes jambes. Mais on ne les verra pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fils de sportif. Mon père était boxeur et ma mère était sprinteuse, championne de France de course. Son record a mis 20 ans à être battu. Et donc, j'ai hérité des muscles d'athlète. Et donc, j'ai des jambes d'athlète, alors que je suis un intellectuel toujours assis. Quand j'étais petit, comme ma mère était aussi danseuse, elle m'a mis dans un cours de danse. Problème classique, j'étais l'unique garçon du cours de danse. Donc, je disais à mes parents, non, je veux pas aller à la danse et tout. Alors, on m'a fait faire de l'escrime. Et ça, j'ai adoré. Mais, très vite, mon maître d'armes, qui s'appelait Maître Soupe, m'a dit, Éric Emmanuel, vous êtes très doué, mais vous n'êtes pas assez agressif. Et c'est vrai que je ne suis pas agressif. Et donc, j'étais toujours en défense. Et en fait, j'ai compris, je croyais que je faisais encore de la danse quand je faisais de l'escrime. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'élégant dans l'escrime. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai fait du sport parce que mes parents en faisaient beaucoup. Mais est-ce que vous auriez pu continuer dans la danse? Non, parce que j'ai pas de... Non, j'éprouve du bonheur à faire de la musique, mais mon corps ne suit pas la musique. Je suis pas... Et puis en plus, j'avais une mère qui dansait tellement bien que j'étais comme ça. Je me disais, c'est pas pour moi, c'est trop bien. Vos parents, ils disaient quoi, justement, que vous étiez plus intellectuel que sportif, alors que eux, c'était des sportifs de haut niveau? Oui, mais ils étaient aussi très culturels. Ils adoraient le théâtre, l'opéra, le ballet, ils lisaient beaucoup. Donc ils voyaient que moi, j'avais les capacités sportives. C'est-à-dire, moi, je veux dire, au bac, j'étais hors barème, j'ai eu 22 sur 20. J'étais en course, en saut en longueur, en saut en hauteur, j'étais au-dessus du barème parce que j'avais hérité des qualités de mes parents, mais ça m'intéressait pas. Et ils étaient très surpris que ça ne m'intéresse pas. Mais ils me voyaient quand ils voulaient partir faire du sport avec moi, je leur disais laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma chambre avec mes livres et mon piano. C'est tout ce que je voulais. Et ça, ils le respectaient. Oui. C'est beau ça. J'aimerais vous entendre, mais on en a déjà parlé ensemble de votre mère. Mais c'est tellement beau quand vous en parlez. Et cette question-là, je ne sais pas si je vous l'avais déjà posée, mais quel est le plus grand legs de votre mère? J'ai tendance à répondre que tout ce que j'ai de bien, ça vient d'elle. C'est-à-dire la bienveillance. C'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. L'amour forcené pour ses proches. C'était une mère louve. Et moi, je suis un loup pour les gens que j'aime. De temps en temps, j'ai peur. Je me dis, je pourrais tuer pour défendre quelqu'un que j'aime. Et vous arrivez vite aux barricades.
Oui. Vous allez défendre. Oui, oui, vraiment. Je suis très protecteur. J'ai l'amour protecteur. Ma mère avait aussi cet amour-là. Le goût des arts. Le goût de la musique, du théâtre. Elle était folle de théâtre. Et pour elle, ça a été un bonheur que j'ai une carrière de théâtre. Et puis après, que je monte sur scène. Elle adorait la musique, l'opéra. Elle m'a transmis beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression que tout ce que j'ai... Et puis une espèce d'exigence aussi. Je me souviens, c'est à mon je ne sais combienième livre. Elle m'avait toujours fait des compliments sur ce que j'écrivais. Et elle me dit, bon, cette fois, ça y est. Je dis quoi, ça y est? Elle me dit, ça y est, tu y es. Tu écris comme un grand écrivain. C'est-à-dire que... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Et alors, après un autre de mes livres, elle a dit, regarde. Et elle me dit, les deux phrases ont la même syntaxe. Si tu prends Colette, si tu prends Maupassant, chaque phrase a sa tournure, etc. Elle avait parfaitement raison. Et je me suis dit, oh là là, les chiens font pas des chats. Parce que j'en étais conscient, mais je me disais, allez, ça passe. Mais avec elle, ça passait pas. Est-ce que c'était votre première critique? Bienveillante, oui. Parce que la critique doit être bienveillante pour être utile. Ouais. Oui. On a besoin de critique, mais il faut que ça soit dans l'amour. Et dans l'appel à devenir meilleur. Moi, je peux tout entendre. Et de toute façon, quand les critiques sont méchantes, ce ne sont pas des critiques, c'est de la méchanceté. Ouais. Mais il faut faire attention à ça, parce qu'on peut se faire prendre facilement à vouloir plaire aux gens qui, d'entrée de jeu, nous aiment pas, et on oublie ceux qui sont déjà là. Mais oui. Et ça, il y a un piège à vouloir plaire à tout le monde. Et le piège, c'est d'abord de croire que c'est normal de plaire à certains, alors que c'est un privilège et qu'on doit les remercier. Oui, exactement. Hein? Ouais. Et puis après, de vouloir séduire des gens qui, de toute façon, ne sont pas de notre fratrie. Et puis qui ne sont pas au monde pour les mêmes raisons et qui ne parlent pas des choses pour les mêmes raisons que nous. Ceux-là, faut les laisser baigner dans leur jus et puis... Oui, parce que peu importe ce qu'on va faire. Parce que les réseaux sociaux, je trouve, c'est cette dimension-là qu'ils apportent aussi. Il y a des gens qui vont se modifier, qui vont changer pour plaire à des commentaires, alors qu'il y en a beaucoup plus de l'autre côté qui sont dans la même mouvance qu'eux. Oui. Et ça, il y a un piège à ces contacts directs négatifs, souvent. Oui. On pensait que les médias, les réseaux sociaux allaient abolir les murs, ils en ont construit. Tellement, c'est bien dit. Oui. C'est vrai. Oui, puis surtout, on peut parler à des gens de partout. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on se construit des murs entre nous. Oui. De toute façon, moi, je trouve que prendre la parole pour être sarcastique, ironique, méchant, moqueur, c'est pas la peine. C'est du temps perdu. Moi, vous me dites pourquoi je suis en forme, parce que je passe jamais de temps à dire du mal. C'est pas la peine. Il faut que chacun pense ça. Dire du mal des autres, c'est perdre de l'énergie pour être soi-même. Donc, c'est pas la peine. À quel moment il vous manque le plus, votre mère? Quand j'ai fini un livre. Elle ne le lira pas. Quand je vois une belle représentation d'une pièce, elle ne le verra pas. J'avais besoin toujours de... Mon amour se confondait avec de la fierté. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimais... Parce que mon père était très pudique, donc il me manifestait son amour que sous la forme de « je suis fier de toi, mon fils ». Donc c'est vrai que j'aime bien pouvoir acquérir la fierté des autres. C'est très enfantin, hein, mais c'est comme ça. Oui, mais ça fait partie de la capacité d'émerveillement. Oui, tout à fait. C'est la capacité de recevoir, de donner la valeur à ce qu'on reçoit et non jouer juste la carte de l'humilité. Oui, non, il n'y avait pas d'humilité là-dedans. Mais souvent, je trouve que ce besoin d'humilité nous prive de certaines choses. Parce qu'un enfant n'est pas dans l'humilité. Non, puis je vais vous dire, rien de grand n'a été fait par modestie. Non, mais il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de l'orgueil, peut-être même un peu de prétention. Et il faut, parce que pour repousser des barrières, pour repousser ses limites, pour nourrir son énergie, il y a parfois des mauvais aliments. Mais il faut s'en servir. Parce que moi, je trouve qu'il y a des fois, puis moi, j'ai dû apprendre aussi, si quelqu'un va te faire un compliment, mais tu aurais fait la même chose à ma place. Non, mais je viens de te dire quelque chose, c'est à toi que... Est-ce que tu peux... Dis-moi merci, mais dis-moi pas... Retourne. Là, c'est vrai, j'invalide le propos.
C'est difficile de recevoir des compliments. Hein. C'est très difficile. Faut être là complètement à ce que dit l'autre. Et puis alors, si on entend vraiment, on est ému. Alors, on ne sait pas quoi répondre. Non, c'est pas facile. On peut être ému. Savoir recevoir. Est-ce que c'est facile pour vous de s'émouvoir devant les autres? Est-ce que vous laissez aller? Difficilement. Il y a une pudeur? Oui, j'ai peur de perdre la maîtrise. Je me souviens, je l'avais vécu très fort. C'est la première fois où j'ai eu des récompenses qui étaient donc le Molière du théâtre, donc l'équivalent de l'Oscar ou du César en France pour le théâtre. Et je commence à parler et je me rends compte que l'émotion arrive. Ah, je me suis interrompu, je suis parti. Aujourd'hui, je pense que je saurais utiliser mon émotion et parler par-dessus. Mais à l'époque... Parce que la crainte, c'est que ça ouvrait quelque chose trop grand, la porte trop grand, devant trop de monde. Oui, là, c'est la vulnérabilité qui embarque. Oui, c'est ça. Et comme je n'ai pas une formation d'acteur, je ne sais pas utiliser ces choses-là. Maintenant que je joue, oui, je pense que je saurais utiliser cette émotion pour aller plus loin dans mon rapport avec les autres et dans l'effusion de ce que j'aurais à dire. Mais à l'époque, non. Et quand vous regardez ce moment-là, est-ce que vous dites « j'aurais dû continuer » à parler malgré tout? Oui, je pense ça. Je l'avais ressenti sur le moment. J'avais pas le sentiment d'avoir raison. J'avais le sentiment de m'être défilé. Il y avait une belle émotion qui me tombait dessus. Parce que c'est beau, une émotion. Ben, pour celui qui la reçoit, c'est ça. C'est ce qu'on veut dans la vie, c'est vivre ces moments de vulnérabilité, de vérité, d'être là en même temps que vous. Exactement. Dans le même état. Mais non, je me l'étais reproché. Qu'auriez-vous dit à ce moment-là? Non, mais je sais pas. Mais oui, je pense que j'aurais été dans le remerciement et puis j'aurais fait comprendre qu'on était très, très, très fragile quand on était créateur et qu'on se risquait dans chaque phrase, qu'on se risquait dans chaque mot et que du coup, être récompensé, c'était un aboutissement et que ça pouvait donner de la force pour pouvoir continuer. Parce que, voilà, on sait qu'il y a des coups à prendre et en même temps, il ne faut pas qu'on avance avec un bélier, avec un... Comment ça s'appelle? Une armure. Une armure, voilà, qui nous protège. Et on sait qu'on a des coups à prendre, mais qu'il faut continuer à avancer tout nu, quoi. Mais parce que être créateur, c'est se mettre à découvert. Beaucoup. Et quand on voit que les gens nous récompensent dans ce qu'on est de plus profond, c'est une grande vérité. Mais c'est-à-dire, on se rend compte dans l'essentiel. C'est René Char, le poète français, qui disait que l'amitié, c'est se marier devant l'essentiel. C'est beau, hein? Il faut qu'on prenne cette phrase-là en note. C'est vraiment magnifique, magnifique. Est-ce que vous êtes prêt à passer au niveau jaune? Alors, vous allez faire les mêmes choses. Vous allez m'en donner 3 cette fois-ci. Vous allez les brasser. Vous m'en donnez 3. Alors, vous en choisissez une. À quel moment de votre vie auriez-vous souhaité que le temps s'arrête? Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu de vos parents et qui vous a manqué? Quel type d'amoureux êtes-vous? Je vais prendre quel type d'amoureux êtes-vous? D'accord. Extrêmement... ça peut ne pas être compris. Extrêmement confiant. J'ai confiance dans l'amour que j'éprouve et dans l'amour qu'on peut éprouver pour moi. Je suis pas jaloux, tellement j'ai confiance. Parce que c'est rare de pas être jaloux. Vous avez un attachement sécurisant. Alors moi, je sais que je sécurise. Vous êtes un sécurisant. Voilà, je sais que j'ai ça, mais c'est parce que je suis profondément confiant. C'est-à-dire que je pense que, comment dirais-je, il faut faire vivre l'amour. C'est pas un truc qui vous tombe dessus. Ce qui vous tombe dessus, c'est le désir. Mais l'amour, c'est quelque chose qu'il faut faire exister. Donc, il faut le faire exister dans ses premiers temps, puis après, il faut le faire exister dans les temps suivants, etc. Et que ça doit être l'objet d'une grande attention.
cet amour, et que c'est une chose vivante dont il faut prendre soin. Et donc... Vous êtes confiant à partir de quel moment dans une relation? Quand j'en ai fini avec moi-même, avec mes doutes, est-ce que c'est bien de moi qu'on est amoureux? Est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Est-ce qu'il peut y avoir de l'intérêt? Parce que quand on est célèbre et envié, bien sûr... Des fois, on peut aussi aimer la personne qu'on connaît la publiquement, personne publique, etc. Et finalement, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on est complètement. Voilà. Alors moi, je veux quand même vraiment complètement comme je suis. Donc une fois que j'ai arrêté de me poser ces genres de questions, alors c'est l'oblation, je donne cet amour de façon absolue. Je suis très patient en amour, je peux passer je tiens les traversées du désert. Vous savez, parce que ça va pas toujours bien. Mais je tiens les traversées du désert parce que je veux que l'amour existe et je veux que l'amour triomphe. Je suis pas quelqu'un qui se lasse. Mais est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous communiquez facilement en amour? Pas facilement. C'est ça mon problème. Parce que je suis en train de vous décrire l'amoureux parfait, je ne le suis pas. Oui, c'est ça, j'essaie de dire à un instant. Non, j'essaie de démystifier l'amoureux. Non, j'ai un grand... Je pars toujours du principe qu'il vaut mieux donner des preuves d'amour que des paroles d'amour. Et parfois, les paroles, je ne les donne pas. Ce qui est étonnant pour un écrivain. Oui, parce que deviner l'amour, c'est pas toujours facile. Non, c'est ça. Alors, j'ai appris à dire... C'est assez récent, hein. Ah oui, parce que ça a été comme par obligation? Oui. On vous a... Ouais. Pour moi, ça allait tellement de soi que j'allais pas le dire. Ma mère et moi, qui nous aimions au-delà du possible, on s'est jamais dit « je t'aime ». C'était comme dire « il pleut quand il pleut ». C'était une évidence. Oui, ben voilà, j'ai été élevé là-dedans. Donc, moi, je vis sous le parfum de l'évidence. J'ai pas besoin de formuler. Pas besoin d'être redondant avec C'est vrai que pour un homme de mots comme vous... Oui. Et alors, du coup, c'est oui, l'homme de mots, finalement, fait pas de déclaration d'amour. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, non, ça va pas. Il faut l'entendre, ce mot-là. Ouais. Mais alors, le prononcer, alors l'écrire encore, je peux. Le prononcer, parce qu'il y a le recevoir. Hein, d'ailleurs, je n'ai jamais fait que le chuchoter. Hein. Je peux pas arriver à faire plus. Mais je prouve. Vous pouvez seulement dire comment vous le dites à quelqu'un? À l'oreille, en chuchotant. Mais je peux pas. Qu'est-ce qui se passerait si on le disait fort, si vous le disiez fort? Pourquoi y arrive-vous le mal-être ou le malaise ou l'inconfort? Pour moi, les évidences se murmurent, elles se crient pas. OK, c'est comme ça. Hein? Pratique d'être écrivain. les évidences se murmurent. Est-ce que on vous l'a déjà crié qu'on vous aimait? Est-ce qu'on vous l'a dit haut et fort en amour? Oui. Et quand on le crie, j'y crois pas. Donc, c'est vraiment ancré. Donc, pour y croire... C'est mes limites, hein. Mais pour y croire, on doit aussi vous le murmurer. Oui. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est... Mais là, je sais que je suis en train de parler de mes limites et de ma pathologie, c'est-à-dire que je suis d'une pudeur extrême et que pour moi, il ne faut pas forcer l'évidence. Est-ce que l'écriture a permis justement de dépasser cette pudeur? Beaucoup. Vous savez, moi je dis toujours, soit on est littéral, soit on est littéraire. Soit on est littéral, c'est-à-dire on dit les choses comme elles sont, etc. Pas beaucoup d'espace pour la poésie. Pas beaucoup d'espace pour le mystère, pour le charme, etc. Je préfère être littéraire. C'est-à-dire, faut deviner une partie de ce que je veux dire. Voilà. Il faut bien vous connaître pour ça. Ouais. Pour comprendre les signaux physiques ou les gestes ou pour bien les interpréter aussi. Parce que des fois, la problématique dans le geste, on s'en fait une interprétation. Alors que dans les mots, des fois, c'est plus directionnel. On comprend... on comprend plus rapidement. Oui. Et du moment où vous avez été capable de murmurer « je t'aime » parce qu'on vous l'a clairement demandé à un moment donné, parce que ça valide aussi quelque chose chez l'autre, est-ce que ça a libéré? Est-ce que ça a ouvert quelque chose à l'intérieur? C'est pour faire plaisir que vous le faites. Je le dis pour l'autre, pas pour moi. Ah oui. Pour moi, c'est l'évidence absolue. Mais je sens la fragilité et donc de l'autre et je dis. Voilà, c'est pour répondre
C'est justement pour rassurer, pour ne pas inquiéter. Mais c'est vrai mais que... je vais aller jusqu'au bout, je me sens presque insulté d'être obligé de le dire. Parce qu'on vous force à quelque part. Oui, alors c'est pour ça, ça va, je le chuchote. Mais je le prouve autrement, du matin au soir. Comment vous le prouvez? Qu'est-ce que vous Par faites? mes actes, par ma responsabilité, par mon amour qui est visible dans les gestes, dans le quotidien, par les choix de vie, par les aventures, les voyages, les cadeaux, tout. Toujours dans la capacité d'émerveillement? Oui, oui, oui. Et puis c'est l'entrain absolu que j'ai dans une histoire d'amour aussi. Ça donne des ailes. Mais ouais, pas les mots. Mais j'ai l'impression que ce que vous touchez un point, ça vient beaucoup de notre enfance, je pense, cette capacité, parce qu'il y a des familles qui se disent « je t'aime », je ne veux pas banaliser ça du tout, mais je veux dire, le je t'aime arrive rapidement. Oui, vous voyez les films américains où oui, on se parle au téléphone, je t'aime, on s'écrit mais je t'aime. Ils disent même plus I, c'est love you. Oh non. Tellement important. Je viens d'apprendre quelque chose sur Éric Manuel. Je t'aime. Non, mais c'est parce que pour plusieurs, c'est important de l'entendre. Ça confirme des choses, puis ça apaise. C'est ce qui m'a fait bouger. Je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de regarder les choses de mon point de vue, qu'il fallait que je fasse rentrer le point de vue de l'autre. Un apprentissage. Ben oui, c'est pas fini. Hein. J'ai envie de la poser, cette question-là. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu de vos parents et qui vous a manqué? Je pense que mes parents, c'est à la fois qualité et défaut. C'est-à-dire que... D'ailleurs, j'ai du mal à dire mes parents parce qu'ils étaient tellement différents l'un l'autre. Je dirais que mon père était un petit peu timoré. Il avait un peu peur de la société, de la vie. Il était un peu complexé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il était le premier à parler français sans accent allemand ou alsacien. Parce qu'on est des Schmitt, hein, c'est-à-dire de cette zone de la France qui a été allemande, française au gré des guerres. Et lui, il était le premier à faire des études, à parler, à avoir le bac, et à parler magnifiquement le français, et sans une once d'accent. Ma grand-mère Schmitt, elle disait « bon voyage ». Elle avait vraiment l'accent allemand, enfin l'accent alsacien. Et du coup, il était... quand il parlait, il était en smoking, en tuxedo. Il était toujours au plus haut niveau de la langue. Moi, quand je me souviens, quand j'avais 11 ans, je me souviens dans la cour de récréation, je ne disais pas « je m'en fous ». Non. Je ne disais pas « je m'en moque ». Je disais « peu me chaud ». Et qui vous comprenait? Personne. Et vous disiez, c'est la façon de le dire. Non, j'ai très vite compris qu'il y avait des niveaux de langue. Et ça, vous aimiez ça déjà, d'avoir cette différence-là? Ouais, ça m'amusait. J'ai très vite compris qu'il y avait des niveaux de langue et que mon père, malheureusement, il était toujours au dernier étage et qu'il fallait peut-être que j'emprunte les autres étages. Et ça m'a donné, en fait, une sensibilité à la langue. Parce que du coup, hop, je sais ruser. Peu me chaud. Vous vous rendez compte. Voilà, c'était mon père. Et alors, dans tout ça, il y avait beaucoup de complexes, bien sûr. Et donc, pour lui, par exemple, entreprendre la vie qui est devenue assez rapidement la mienne, lui pensait que je devais être un fonctionnaire de haut niveau. Et puis, c'était très bien. Donc, il se trouve que je fais une grande école française, l'école normale supérieure, très, très élitiste. Ils prennent 40 par an, etc. Donc là, il était rassuré. Et c'est une école pour devenir professeur d'université. Et pour lui, ça y est, c'était le maximum. Or, moi, je suis resté 4 ans professeur d'université. J'ai été tout de suite rattrapé par le succès. Parce que dès que j'ai écrit, le succès est venu et de façon internationale. Et donc, j'ai quitté l'université, mais mon père n'en dormait plus. Parce qu'il était inquiet pour moi, pour l'insécurité, etc., etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était craintif, qui avait peur. Et il m'a donné, en tout cas,
temps en temps, je me dis que j'ai eu des coups de frein dans ma vie qui venaient de cet héritage-là, de cette peur sociale, de cette peur du risque, de cette peur de la liberté. La liberté d'entreprendre et de faire. Une espèce de doute qui empêche d'avancer dans la vie. Un peu. C'était un dépressif. C'était un dépressif. Et alors, il n'avait pas confiance non plus forcément dans son jugement. Conclusion, vous savez ce que c'est, une vie d'artiste, on prend des bonnes critiques et puis des mauvaises aussi. Ouais. Quand il y avait une mauvaise critique, ma mère disait « ce connard n'a pas aimé mon fils, tant pis pour lui ». Et tandis que mon père, comme il n'était pas sûr de son point de vue, ça le rendait malade. Alors, il ne pensait pas que le type avait raison, mais enfin, il se posait quand même la question. Et il a même pris... il restait au lit, parfois, parce qu'il avait lu une mauvaise critique. Ma mère m'appelait « ton père est au lit parce qu'il a lu une mauvaise critique ». Vous concernant? Oui, concernant Donc, c'était par procuration? Concernant son fils adoré. Ouais. Mais parce qu'il n'avait pas confiance dans son jugement. Je lui disais « mais papa, si toi, tu penses que c'est bien... » Eh bien, continue à penser que c'est bien. Et lui, ce qu'il pense, ça le regarde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de parents, je pense, comme ça, qui ils vont trouver ça bon si les autres trouvent ça bon. Oui. L'opinion des autres va déterminer, surtout par rapport à leurs enfants. Voilà. Ça, c'est ce que je dirais un petit complexe social, intellectuel, qui fait qu'on n'ose pas affirmer son avis. Et faut oser dire qui blesse les enfants. Qui blesse. C'est extrêmement blessant de dire, les autres n'ont pas vraiment aimé ça, donc je ne me prononcerai pas. Oui. Pour l'enfant, c'est très... On veut avoir peu importe l'âge qu'on a, on veut savoir ce que notre parent pense de nous. Voilà. Et mais je le reproche pas, parce que il s'était construit comme ça. Mais c'est important quand même de le comprendre, de savoir qu'il je l'ai assez vite compris grâce à ma mère, quand on a vu comment il réagissait parfois. On a vu cette fragilité qu'il avait, cette colère qui le bouffait pendant 15 jours. Ça nous a beaucoup attendris. C'était une des formes de son amour, mais c'était aussi une des formes de sa faiblesse, de sa fragilité, de son trajet existentiel. Voilà, je ne veux pas lui reprocher surtout. Non, mais ça le décrit. Voilà. Il était comme ça. Et des fois, ça nous fait comprendre aussi pourquoi on réagit face à... Je trouve qu'il faut toujours bien comprendre comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a eu comme bagage pour arriver ailleurs, si on veut. Et puis parfois, ça nous fait faire des choses bien. Moi, tant qu'il était vivant, j'ai fait plein de choses pour le rassurer. Donc, quand j'avais un grand prix international, etc., ça le rassurait. Et en fait, quand je le recevais, je me disais, attends, je vais appeler papa. C'était mon premier réflexe. Et en même temps, je me disais, c'est dangereux parce qu'il pourrait me rendre très académique et conventionnel, tellement il aimait les honneurs, les ceci, les cela. Or, il faut aussi pouvoir un petit peu faire son chemin sans devenir académique. Absolument. Et du côté de votre mère, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Rien. Elle était complète. Mais vraiment... Et en même temps, elle a dû... À quelque part aussi, j'imagine souvent qu'on pensait pour votre père, le relever, Elle le tenait à bout de bras, et d'ailleurs c'est même physiquement vrai, puisqu'il a fait un AVC à 68 ans, lui qui était un grand sportif, il a été paralysé, hémiplégique, pendant 18 ans, enfermé dans la prison de son corps. Et ma mère s'est occupée de lui pendant 18 ans. Qu'est-ce que ça vous laisse comme émotion, ça? J'avais peur qu'il l'emmène dans la tombe, et lui aussi, il avait peur de ça. Parce qu'au bout d'un temps, elle avait 80 ans passés, et elle était toujours en train de véhiculer, de lever. Cet homme ne pouvait pas se lever ni s'asseoir, rien. Elle s'occupait de lui avec amour, parce qu'elle l'aimait. Et c'était épuisant. Et donc je pense qu'il a vraiment voulu partir, quoi. La dernière maladie qu'il a eue, il était heureux de l'avoir. Il m'a dit, tu emmènes ta mère en croisière et moi je pars dans une autre croisière. Parce que j'emmenais toujours maman en croisière pour qu'on ait un moment tous les deux, qu'elle puisse ne plus s'occuper de lui pendant 15 jours. Je comprends, qu'elle soit avec vous. Voilà, et lui à ce moment-là partait à l'hôpital pendant 15 jours, il était content parce qu'il savait qu'elle était avec moi. Enfin bon. Et la dernière fois, il m'a dit, tu l'emmènes en croisière et moi je pars dans une autre croisière. Et ça s'est fait comme ça? Presque. Est-ce que ça amène une urgence de vivre?
de voir un père aussi jeune qui a un accident de cette façon-là et que la vie... Ouais, c'est scandaleux. La seule chose que... Enfin, moi, je l'admire d'avoir traversé l'épreuve. Parce que on a pensé qu'il allait se suicider, parce que c'était vraiment un homme très sportif, très physique. Et la veille, il avait fait 48 km à vélo, dans les montagnes du Beaujolais. Oui, on s'entend, c'est ça, c'est sportif. Donc, vous voyez le niveau. Ouais. Et ben, il a su traverser cette épreuve, rester là. Il est devenu plus tendre, il est devenu plus attentif, il est plus soucieux des autres, parce qu'il a su transformer. Et ça, je lui tire mon chapeau, parce que d'abord, je ne l'aurais pas cru au départ. Et donc, il a révélé quelque chose de lui, peut-être à lui-même aussi, d'ailleurs. Une force qui n'était pas si évidente à voir avant. Exactement. Et en plus, il n'était pas croyant, je veux dire, il n'avait pas de recours. Moi, j'ai la foi, il était fasciné par ma foi. J'aurais voulu être contagieux auprès de lui, pour qu'il l'attrape, et puis que ça aille mieux. Mais non, il ne l'avait pas. Il s'appelait comment, votre père? Paul. Mais en même temps, vous me décrivez une magnifique histoire d'amour. Oui, on s'aimait mal, mais on s'aimait beaucoup. Mais mal. Comment on fait la paix avec ça? Difficilement. Quand celui qui reste, c'est moi, je me rends compte de toutes les maladresses que j'ai eues, de toutes les duretés qui répondaient à ces duretés à lui, alors qu'en fait, on avait juste envie de se retrouver, mais c'était mal emmanché. Oui, c'est vraiment... C'est difficile, la tendresse entre un père et un fils. Enfin, en tout cas, dans la génération de mon père, qui n'avait eu aucune tendresse de son propre père, c'était difficile. Alors, il pouvait la manifester que sous la forme de l'admiration. Donc, j'essayais toujours d'être admiré de mon père. Et ça change une vie aussi. Mais bien sûr. On fait les choses avec une autre perspective. C'est un principe extrêmement dynamique. En fait, j'ai puisé une partie de ma force et de mon énergie dans ça, bien sûr. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ma mère m'aimait quoi qu'il arrive, l'amour inconditionnel, et mon père m'aimait si. Amour conditionnel. Et en fait, l'humus, c'était l'amour inconditionnel qui me permettait de prendre racine et de pousser. Et le support, la béquille sur laquelle tout s'appelait, c'était l'amour conditionnel de mon père. Il fallait pousser droit. Voilà. Et donc finalement, l'un et l'autre étaient très, très utiles. Ils étaient complémentaires. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à passer au niveau rouge? Mais allons-y. Faut que je fasse semblant de choisir. Vous m'en donnez 3. Allez, hop. On va aller 3. Voilà. Merci. Mais vous ne faites pas semblant de choisir, là. Vous me donnez les vraies cartes. Bon, dans le sens que vous savez pas, je comprends ce que vous voulez dire. J'avais pas compris? Non, mais j'avais compris que vous comprenez que je ne sais pas c'est quoi les cartes. Là. Oui. OK, c'est bon. Parce que vous avez dit fais semblant. J'ai dit non, fais pas semblant. Alors, voici les questions rouges. On commence à être quand même plus personnel dans ces questions-là. Parce qu'on ne l'était pas du tout. Non, c'est pas vrai. Ah, ben j'ai perdu mon joker. Vous l'avez là. Ah, il est là. Non, mais vous allez voir personnel, mais toujours dans le respect, dans le sens que est-ce que vous êtes déjà rendu au bout de vos limites physiques ou psychologiques? La foi, c'est 3 petits points. Comment votre rapport à la mort a-t-il évolué au fil du temps? Ah oui, je vais peut-être prendre celui-là. D'accord. J'étais quelqu'un de très, très angoissé par la mort. Ça me réveillait la nuit quand j'étais enfant. Avez-vous été en contact rapidement avec quelqu'un qui est décédé? Pas si vite que ça. J'avais 11 ans quand mon grand-père adoré, François, est mort. Et d'ailleurs, mes parents, toute la famille a été hallucinée par la profondeur de mon chagrin. J'arrivais pas à me remettre. Et je n'ai arrêté de pleurer que quand j'ai vu que j'empêchais ma mère d'avoir son propre deuil. Quand j'ai vu que j'occupais tout l'espace et que elle, qui adorait son père, s'occupait de moi au lieu de le pleurer. C'est là que je me suis retenu.
J'étais dévasté. Et en fait, à partir de là, je suis devenu insomniaque. Alors, je ne le suis plus, je vais vous dire pourquoi. Je suis devenu insomniaque à 11 ans. Il n'y avait plus moyen de m'endormir. Je détestais aller au lit. Et ça a duré jusqu'à l'âge de plus de 30 ans. Et en fait, je me suis rendu compte, vers la trentaine, qu'on m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. On m'avait dit « Ton grand-père s'est endormi pour toujours ». Alors moi, je ne voulais plus m'endormir. Et donc, je ne voulais plus aller me coucher, je ne voulais plus me mettre dans un lit, je ne voulais plus laisser le sommeil tomber sur moi. Je ne m'en étais pas rendu compte. Cette phrase avait complètement changé mon rapport. Ça paraît évident quand on le dit, mais il a fallu l'âge de 30 ans pour que je trouve. Quand on regarde des enfants, souvent, c'est une phrase qui a un impact sur l'estime, sur la confiance en soi. Ça va venir ébranler quelque chose. Si on fait si on mentionne « Ah, toi, t'es pas pareil à cause de tes yeux », la personne va être complexée de ses yeux. Je sais qu'il y a des commentaires comme ça qui sont imprimés. Ah oui, toi, t'es moins jolie que ta sœur, mais t'es rigolote. Exactement. Ça fait mal. C'est des choses, c'est fou parce que c'est beaucoup plus tard qu'on s'en rend compte. Alors ça, c'était dit sans intention de blesser, parce que après, ma mère m'a dit « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» Parce qu'en même temps, c'est une belle façon de mourir. Oui, mais pour un enfant, c'est pas la même connotation. Non, j'avais pas... Voilà. Et donc après, la mort m'angoissait, je me réveillais la nuit, etc., etc. Et puis est arrivé ce que j'ai raconté dans La Nuit de Feu, c'est-à-dire... à 28 ans, je rentre dans le Sahara athée et je me perds. Je vis une nuit extraordinaire, une nuit mystique, une nuit sous les étoiles, une nuit de feu. Et puis on me retrouve. Et à partir de là, tout a changé. Parce que je ne sais rien de plus. Je ne sais pas ce qu'est la mort. Mais je ne sais pas non plus ce qu'est la vie. Donc je suis ignorant comme avant. Mais j'habite l'ignorance avec confiance. Au lieu de l'habiter, l'ignorance avec angoisse. Donc maintenant, je me dis, oui, je vais mourir, mais ça sera forcément une bonne surprise. Et donc, je suis dans ce rapport-là avec la mort. Donc, la mort pourrait arriver n'importe quand? Je ne suis pas pressé parce que j'ai beaucoup de choses à faire, et puis j'aime tellement la vie et j'aime tellement les êtres que j'aimerais bien rester là longtemps. Mais est-ce que vous êtes à jour dans votre vie avec les autres? Non, jamais. Non, jamais. Ces dernières années, je suis beaucoup revenu sur des amitiés interrompues, des relations interrompues pour un prétexte qui, quelques années après, semble stupide. Et je suis revenu vers des gens en leur disant « C'est trop bête ». Le fait qu'on soit froissé, etc. Ça, j'y pense, et souvent c'est dans une perspective justement de la fin, en me disant il faut pas laisser derrière soi des portes qu'on a claquées. Mais quand on va réparer ces moments-là de notre vie, il faut être très humble. Et ça allège aussi. Après, ça allège, bien sûr. Après, autant ça peut être un nœud, mais quand on arrive à défaire ce nœud-là... Ça allège l'autre, ça allège soi, ça promeut une conception positive de la vie. On n'en reste pas aux accidents et aux traumatismes. C'est quelque chose ça fait du bien. Ouais. Des fois, on se rend compte aussi que l'autre, il pensait plus. Alors que nous, ça... Ben non. Ça vous est pas arrivé? Non. Vous êtes rendu compte finalement que c'était un bon geste, c'était une bonne décision de... Ouais. Et puis parfois, c'est pas venu de moi, c'est venu de l'autre. Et puis j'étais très heureux. Mais il faut dire que moi, je suis gentil, mais en même temps, j'ai un caractère très fort. Hein. Donc si je ferme la porte... Qu'est-ce qui vous fait fermer la porte? Le sentiment que les choses sont en train d'évoluer dans un malentendu et qu'on ne parle pas de la même relation, ou qu'on ne parle pas de la même chose. Et là, je peux être très, très coupant. En l'occurrence, j'avais raison. Mais j'avais raison trop fort. J'avais raison de façon un peu agressive. Donc c'est pour ça que je suis revenu. Mais vous êtes capable de fermer un livre
et de repartir. Oui, parce que je veux dire, je me ressource continuellement dans la lecture des évangiles, donc j'essaye de mettre du côté de l'amour, et quand je me rends compte que oui, j'avais raison, mais en même temps, c'est très con d'avoir raison. Il vaut mieux aimer. À ce moment-là, je reviens. Donc, quand vous lisez l'Évangile, ça vous donne des réponses? Vous vous sentez comme une... Ça me met du côté de l'amour, ça me met du côté de la générosité, ça me fait lutter contre l'égoïsme vital, l'intérêt, etc. Enfin, ça réveille le meilleur en moi. Et je ressens l'appel du meilleur. Je pense que moi, je vais choisir l'autre question. Je trouve qu'il y a vraiment un lien entre les deux. La foi. Oui. Parce que j'ai comme l'impression, quand on regarde au Québec, c'est un peu partout comme ça, mais parlons de l'histoire du Québec. Pendant des années ici, en fait, le Québec a été défriché, le Québec a été colonisé par les religieux oui. qui construisaient une église, et là, les gens arrivaient, puis on défrichait et tout ça. Mais en même temps, l'église est devenue ici, les gens qui avaient tout le pouvoir... il y avait des dogmes, tu sais, les enfants allaient à l'école avec des religieuses, je veux dire, puis les règles étaient sévères, et il n'y avait pas beaucoup de place à la liberté de penser, puis quand les femmes avaient un enfant, mais tout de suite, parce qu'il fallait coloniser, donc on leur demandait, mais ce serait le temps d'en avoir un autre, et quand les femmes perdaient un enfant pour une fausse couche, il fallait aussi. Alors, tu sais, on a entendu, tu sais, moi, ma grand-mère, Angela, elle me racontait ça, puis tu sais, elle conseillait pratiquement à ses filles, attendez, tu sais, faites pas ce que j'ai fait, parce que ça aurait pas été, plusieurs femmes n'auraient jamais choisi ce type de vie, puis il y en a beaucoup qui en ont voulu à ces hommes en soutane, oui. qui arrivaient à... Et c'est pour ça que la religion, on dirait qu'on l'a beaucoup associée longtemps, et pour plusieurs, à des dogmes, oui. à une imposition d'une façon de penser. Mais c'était le cas. Parce que c'est les porte-paroles de ce livre qu'on appelle la Bible. C'est ce grand livre, les porte-paroles de ce moment-là étaient rigides aussi. Complètement. Alors, comment on devrait voir la Bible? Non, mais vous évoquez quelque chose qui est totalement juste. C'est-à-dire que c'était une église qui n'était pas à la hauteur du christianisme. Et c'était une église qui était une puissance colonisatrice, une puissance impérialiste, et pas du tout ce que doit être pour moi l'église. C'est pour ça que j'aime le pape François, qui s'est fait élire en disant « Je vais rendre l'église aux évangiles. » Enfin. C'est-à-dire à la promotion de la notion d'amour avant tout. Donc moi, je pense que c'est cette église catholique au Canada, elle a fait du mal aux hommes, elle a fait du mal à Dieu. Et elle a fait du mal au christianisme. Elle a vraiment tout cassé. Et donc vous êtes ici, vous êtes dans la reconstruction par rapport à ça, et du coup dans une méfiance du religieux, que alors moi je trouve complètement légitime. Moi je viens d'une autre histoire. Puisque en France et en Belgique, c'est tout à fait différent. Il y a une coupure avec l'Église qui s'est faite au cours du 19e siècle, mais vraiment nettement en 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, ces mauvais liens, c'est-à-dire une Église comme pouvoir temporel, ça s'est défait. Tandis que vous le viviez à plein. Oui, il n'y avait pas de séparation à ce moment-là. Donc, finalement, il y a de nouveau la place pour la foi, pour le problème pur, indépendamment des églises, de la foi. Et moi, j'évoquais la présence de Dieu que j'ai ressentie dans le désert du Sahara. C'était pas du tout une expérience religieuse, c'était une expérience spirituelle. Ce Dieu-là, c'était le Dieu de n'importe quelle religion, ou de toutes. C'est ce que je pense. Mais qu'est-ce qui a changé en une nuit, physiquement, se retrouver en face de la présence, de la force, et de saisir sa lumière, sa puissance, et s'y fondre. Et puis, finalement, revenir à soi avec une empreinte indélébile qui est la foi. Et alors, à partir de là, je me suis mis à regarder toutes les religions avec beaucoup d'intérêt, en entrant toujours dans chaque religion par la porte très singulière des mystiques. Et je me suis découvert des frères et des sœurs sur toute la terre, dans toutes les religions, à toutes les époques.
parce que je pense que les religions ne sont que des manières de dire la même chose. Ce cœur mystique, ce cœur de feu. Les religions, en fait, sont des refroidissements du feu. Et parfois, c'est glacial. Tellement il n'y a plus de rapport avec ce qui a fondé tout ça. Et donc, je ne prends pas les religions pour autre chose que des manières de dire, des manières de faire, des manières des interprétations. Oui, des manières d'institutionnaliser, de transformer en rite, en dogme, etc. Ouais. Et alors, la pensée dogmatique, c'est exactement tout ce que je hais. Parce qu'il y a quelque chose d'autoritaire aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'autoritaire et quelque chose de non philosophique. Oui, absolument. C'est qu'on n'a pas le droit de réfléchir. C'est ça. On doit obéir. Alors, je ne pense pas du tout ça. Pour moi, effectivement, une vraie culture religieuse, ce n'est pas une culture de l'obéissance, c'est une culture de la critique. Parce que si vous prenez tous ces textes, l'Ancien Testament, le Nouveau et le Coran, mais il y a tout et son contraire. Il y a autant de violence dans l'Ancien Testament que de choses élevées. Dans les évangiles, non, là ça va mieux. C'est vraiment 4 livres d'anti-violence, mais il y a l'Apocalypse, à la fin, où on retrouve comme ça la volonté de meurtre, de sang, etc. Et dans le Coran, vous avez des sourates qui permettent à un homme de devenir hautement spirituel, généreux, etc. Et puis quelques sourates, comme la sourate de la vache, qui vous incitent à tuer tous ceux qui ne sont pas comme vous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lire ces livres, c'est faire une discrimination critique. C'est réfléchir en se disant, attends, quel rapport entre ça et ça ? Non, ça ne va pas ensemble. Et donc, finalement, c'est une formation philosophique. C'est pas l'obéissance. C'est pas répéter. C'est pas réciter. C'est pas dire oui, amen. C'est au contraire... Ce ne sont pas des réponses, mais des réflexions. Exactement. C'est ça la vraie culture religieuse. C'est important, c'est toute la grande nuance. Parce que longtemps, on n'avait pas besoin de réfléchir. C'est ça. Il y avait un dogme, il y avait une réponse qui était là et elle n'était non négociable. Et là, ça m'amène à parler de votre avant-dernier livre, Le défi de Jérusalem. Vous l'avez raconté, cette histoire-là, mais elle est fascinante. Vous êtes quand même la première personne que je rencontre dans ma vie qui n'a pas seulement rencontré le pape en le saluant alors qu'il y avait 5 minutes. Vous avez eu des longues discussions à quelques reprises avec le pape François. Racontez-moi comment c'est arrivé, parce que ça m'impressionne vraiment, je trouve ça fascinant. Et d'entendre parler du pape différemment aussi, ça m'interpelle de vous entendre. Tout commence par un coup de téléphone. Je suis tranquillement chez moi dans ma maison de campagne, en train d'écrire, bien évidemment. Et puis, mon éditeur italien qui me dit « Le Vatican te cherche ». Je lui dis « Ok, donne mon numéro ». Je pensais que c'était les médias du Vatican, parce que quand mes livres sortent en Italie, en langue italienne, je fais tous les médias, y compris les médias du Vatican. Mais non, c'est un appel tout à fait différent. C'était Lorenzo Fazzini, qui dirige les presses du Vatican, qui me dit « Éric Emmanuel, vous savez, on vous aime beaucoup ici. On aime votre foi et la liberté avec laquelle vous la dites. Et on a un rêve pour vous. On sait que vous n'êtes pas allé en Terre Sainte. On voudrait vous emmener en Terre Sainte, vous ouvrir toutes les portes possibles, et on souhaiterait que vous reveniez avec un livre qui serait celui de votre voyage en Terre Sainte. » Alors, j'ai tout de suite dit oui au voyage. Et j'ai dit, mais le livre, je ne sais pas. Je ne m'engage pas parce qu'il n'y aura peut-être pas matière. Et puis, 1 an plus tard, je pars, parce qu'il fallait trouver le temps, je pars pour passer un peu plus d'1 mois en Terre Sainte. Alors, Terre Sainte, ça veut dire Cisjordanie, Israël. Et je vis des choses extraordinaires là-bas. Et l'avant-dernier jour, j'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et de nouveau coup de fil, Éric Emmanuel, il vous attend demain. Je dis, qui ? On me dit, le pape. Ah. Là, on ne regarde pas son agenda. On est disponible, non? Non, justement, je ne pouvais pas. Donc, ça s'est fait 2... Ah oui. Je pouvais pas. Je devais jouer au théâtre. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran en plus. Et donc, ça se fait 2 semaines plus tard. Et là, pour la première fois, j'étais un petit enfant. Parce que moi, dans ma vie, grâce au fait que je suis allé jouer dans une 50aine de pays, j'ai rencontré des rois, des reines, des présidents de la République, des premiers ministres, des dictateurs même. Ça m'a jamais impressionné parce que le pouvoir ne m'impressionne pas. Mais par contre, l'accomplissement spirituel, ça m'impressionne.
Donc ça peut être quelqu'un qui dirige une ONG et qui se dévoue totalement à son ONG. Ça peut être... voilà, ça n'est pas forcément lié aux religieux. Et lui, je sais que c'est un homme d'accomplissement spirituel. Donc j'arrive au Vatican. Alors d'abord, il faut à peu près 1h30 pour arriver de salon en salon, arriver jusqu'à lui. On vous fait attendre d'antichambre en antichambre. Et je voyais ce Vatican luxueux, plein d'œuvres d'art, que lui, il déteste. Parce qu'il n'aime pas... si c'était un évêque des pauvres, il n'aime pas le luxe, la pauvreté. La veille du jour où je l'ai vu, il avait donné un repas pour 2500 personnes sans abri sur la place Saint-Pierre. Il avait partagé le repas avec eux, alors qu'il refuse de partager un dîner avec Emmanuel Macron ou Justin Trudeau. C'est quand même cet homme-là. Il casse une tradition, là. Voilà. Et puis je le rencontre et c'est un homme lumineux, tout à fait lumineux, parce qu'il est habité, véritablement. On voit qu'il y a quelque chose en lui qui est plus fort que son âge, que la souffrance physique, parce on voit qu'il souffre de la hanche, de la jambe, etc. Et il écoute avec autant de profondeur qu'il répond. Il tire le meilleur de vous et il rebondit en vous élevant encore plus. Donc on a parlé de la foi, il voulait absolument m'entendre sur mon trajet spirituel, il voulait que je lui parle de Jérusalem, de ce que j'avais ressenti à Jérusalem, puis on a parlé après de Blaise Pascal, de Charles de Foucault, des gens qui sont extrêmement importants pour lui comme pour moi. Il me parlait en italien, mais quand même, quand on a parlé de Blaise Pascal, il m'a cité entièrement un texte de Blaise Pascal en français. Et voilà, et puis il me raccompagne, il veut me raccompagner jusqu'à la porte. Moi, je vois son degré de souffrance, je lui dis non, c'est moi. Et il me dit, donc on ne résiste pas à sa gentillesse, hein, donc il se lève, il m'accompagne, et sur le pas de la porte, il me dit, priez pour moi. Là, je me dis, mon italien se barre, je n'ai pas compris. Je lui demande de répéter, et il me dit, priez pour moi. Et moi, je suis fils de... Mon père était kinésithérapeute, physiothérapeute. Il a passé son temps à soigner les gens. Et donc, j'ai un réflexe. Je regarde sa jambe, je regarde sa hanche, je regarde sa canne. Et il voit que j'interprète ça comme ça. Et il a un grand sourire. Et il me dit non. Et il monte la bibliothèque du Vatican, immense, le Vatican derrière, et sans doute toute la chrétienté, en disant la tâche est lourde. Ma charge est pesante. Priez pour moi pour que j'y arrive. Et cette humilité, je trouve que c'est bouleversant. Et puis dessous, il y a un message subliminal qui est de dire ta prière aux yeux de Dieu, elle est aussi importante que la mienne. Cette égalité absolue. Et donc j'ai redescendu les escaliers du Vatican en me disant ouais, Dieu est au travail. Il est là. Vous avez l'impression que vous l'avez rencontré? J'ai vu quelqu'un qui était porté par une force qui était plus que la sienne. Et qu'est-ce qu'il a dit de votre livre? Il a écrit la préface, la postface. Et ça, je vais vous le dire. Dites-moi la première phrase. Moi, quand j'ai lu le livre, je suis arrivée à la fin et comment il vous interpelle. Je me dis, mais comment on reçoit ça? Je vous laisse le dire parce que c'est à vous que ça s'adresse. Mais oui, donc c'était plusieurs mois après. J'avais reçu un coup de téléphone de Lorenzo Fazzini du Vatican qui me dit « Est-ce que tu as fini ton livre ?» Je lui dis « Oui, je le rends demain à mon éditeur. Est-ce que tu veux bien me l'envoyer » Je lui dis « Oui. » Il me dit « Est-ce que tu me donnes la permission de le faire lire au pape ?» C'est une question qu'on ne m'avait jamais posée. Je lui dis « Oui, tu peux le faire lire au pape. » Et moi, je savais qu'il revenait d'Afrique, c'est-à-dire un voyage qu'il avait postposé plusieurs fois pour des problèmes de santé. Et donc, il devait être épuisé par ce voyage en Afrique et je pensais qu'il avait tout à fait autre chose à faire. Et puis 4 jours après, Lorenzo Fazzini m'appelle en me disant « Il a beaucoup aimé ton livre et il est en train de t'écrire. » J'imagine le Déjà. Alors bon. Et puis le lendemain, je suis dans la région parisienne, je dois jouer un de mes textes, Madame Pilinska, le secret de Chopin. Je suis en train de me maquiller. Le métier d'excommunié, l'acteur était excommunié par l'Église jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vrai, hein, quand même. Oui, tout à fait. Donc quoi, l'Église change. Et j'étais en train de me maquiller sur la table.
Et tout d'un coup, je reçois un WhatsApp. C'était le pape. Et j'ouvre, et les premières paroles, c'est « Caro Éric Emmanuel, caro fratello ». Cher Éric Emmanuel, cher frère. J'ai pas pu aller plus loin. Cher frère. Donc là, je me suis dit, bon, on se calme, il faut jouer, il faut signer. Après, j'irai au restaurant, je rentrerai à l'hôtel et je lirai. Et en fait, j'ai attendu le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon lit, j'ai lu sa magnifique lettre sur le livre et sur Jérusalem et sur ce que ça signifie, sur ce à quoi ça nous engage. C'est une lettre humaniste plus que religieuse. Et voilà. Donc je ne vous dis pas l'état dans lequel j'étais, donc j'appelle d'abord mes intimes, et puis au bout d'un temps, pour frimer, j'appelle mon éditeur. En me disant, oh, figure-toi que j'ai reçu une lettre du pape, il a beaucoup aimé le livre. Et lui, évidemment, éditeur, me dit, mais il faut qu'on publie la lettre. Ah, je fais, ah oui, j'y avais pas pensé. Et là, je rappelle le Vatican en disant, est-ce que ce serait possible de publier la lettre en postface du livre? Et ils ont dit, mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous appelait mon frère? Mais oui. Et vous voyez d'où ça vient? Mais ça, c'est sa force. Il pense que chaque chrétien est un témoin aussi légitime qu'un autre. Il est complètement dans le refus de la hiérarchie. D'ailleurs, il est détesté par toute une partie de la hiérarchie catholique. On le voit bien. Et d'ailleurs, il voudrait aller beaucoup plus vite en termes de réforme, mais il ne veut pas casser l'objet dont il a la charge. Il a la peur du schisme, très très forte, et justifiée malheureusement, parce qu'il y a des forces réactionnaires extrêmement fortes dans cette Église. Et même sans parler de forces réactionnaires, il y a des gens qui sont... Par exemple, quand il est arrivé au Vatican, il a dit que la plupart des gens faisaient la gueule. Ils prenaient des airs sérieux alors qu'ils n'étaient pas du tout des personnes sérieuses. Et il a demandé de pratiquer la diplomatie du sourire, montrer de la joie. Mais quand je vous entends, ça devrait être l'endroit qui est le plus serein, pacifique, le ouvert. Vatican? Ben, ça devrait être là parce que c'est... Pas du tout. Alors que c'est pas ça, c'est pas ce que vous décrivez. Non. Mais c'est parce que... Il y a eu des papes empoisonnés et on craint que celui-ci ne le soit. Bien sûr. Donc, on n'est pas à l'époque médiévale, là. Aujourd'hui, ça pourrait encore arriver. Mais regardez, qu'est-ce qui n'arrive pas aujourd'hui, qui n'arrivait pas dans le passé, quand on voit quand on voit des Poutine, quand on voit des... C'est vrai. Hein? On dirait qu'on voudrait pas... Le poison chez Poutine, c'est souvent utilisé. Hein? On dirait qu'on voudrait pas y croire. Mais c'est ça. Je crois qu'on a eu la naïveté de croire dans les années 90 que c'était la fin de l'histoire. Et que, voilà, on allait vers des instances supranationales de plus en plus fortes et qu'on avançait vers un univers de paix. Bien sûr que non. Par rapport à... Ça sera ma dernière question sur la foi, mais si je vous avais rencontré avant et maintenant... Mais vous savez, en fait, tout ce que j'ai écrit, tout ce qui m'a fait connaître a été écrit après. Je ne sais pas si j'aurais... Parce que ce qui s'est passé dans le désert, c'est que c'est pas seulement la foi que j'ai reçue, j'ai été harmonisé. C'est-à-dire que avant, j'avais la tête qui partait dans un sens, le cœur qui partait là et le corps qui partait ailleurs. J'étais... Ça a fait. Ouais, ça m'a... Hop. Maintenant, chaque phrase que j'écris, par exemple, est une phrase qui a été pensée par ma tête, ressentie dans mon cœur et exprimée dans mon corps, puisque c'est de la musique. Et voilà, je suis plus le même. Avant, je pense que j'avais des dons, bien sûr, tout le monde les avait repérés, ces dons, mais où est-ce que ça partait? Peut-être que je ne les aurais pas coordonnés. Quels sont vos dons? J'ai le don de la formulation, je pense, je l'ai toujours eu. Quand je suis arrivé d'ailleurs dans la carrière du théâtre et d'écrivain, on disait que j'étais une fontaine à aphorismes, une fontaine à sentences, etc. C'est vrai que j'ai des formulations raccourcies, je les ai toujours eues, donc j'ai le don d'écrire, ça c'est indéniable. Voilà, ouais. Ça c'est clair. Même les gens qui me détestent le reconnaissent. Le reconnaissent. Voilà, c'est ça. Le don, oui, c'est ce don-là, quoi. Et vous en faites quelque chose de grand parce que ça je me suis mis à travailler aussi, parce que ça suffit pas, les dons. Ah, ça c'est vrai, hein?
il faut... Souvent, le don, le pourcentage est plus petit que le travail Exactement. qu'on doit mettre en place. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je me souviens, moi, ma marraine qui m'a ouvert toutes les portes du monde du théâtre, c'était Edwige Feuillère. Alors, on l'a oubliée maintenant, mais c'était une grande actrice des années 30, 40, 50, 60, qui avait fait une vedette de cinéma, mais qui avait aussi créé les textes des grands auteurs français, Claudel, Giraudoux, Cocteau. Et donc, cette actrice découvre par le courrier, parce que j'avais son adresse, je lui envoie ma première pièce, qui maintenant est au programme du baccalauréat en France. Quand on fait des études, on est obligé de lire cette pièce. Elle la reçoit pour la première fois et elle l'adore. Et elle est devenue ma marraine, elle m'a ouvert toutes les portes, etc., etc. Et elle me disait toujours, Éric Emmanuel, vous êtes beaucoup trop doué. Il faut travailler. Et elle faisait une chose très simple. Elle avait sur son bureau un lutrin en bois. Elle posait mes textes sur le lutrin. Moi, j'étais là. Et elle les lisait avec sa voix d'alto magnifique, etc. Et elle les lisait sans un commentaire. Et elle se tournait vers moi. Et je disais, oui, Edwige, j'ai compris. Elle me faisait sentir le gras, la facilité, ce qui était inutile, rien que par sa lecture, comme ça. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je travaille aussi. Et alors, le beau cadeau, c'est que... Après, on a eu une vraie amitié. Je l'ai même vu allongé sur son lit de mort. Et 1 an et demi après, le notaire m'appelle en me disant, ah, Madame Feuillère a laissé un cadeau pour vous. Je fais, ah bon? Le lutrin. Le fameux lutrin qu'elle posait sur son bureau pour me lire mes textes et me faire comprendre ce qui allait et ce qui n'allait pas. Elle avait pensé à me le léguer. Un objet précieux. Un objet précieux. Elle avait une autre chose très belle que j'ai envie de vous raconter, c'est que quand elle m'appelait, à l'époque on avait des répondeurs avec une bande enregistreuse et malheureusement j'aurais dû les garder. Et elle m'appelait, elle me disait « Allô, Éric Emmanuel, est-ce que vous êtes là? Vous êtes au fond de l'appartement, j'attends que vous arriviez. Non, vous n'êtes pas là. C'est dommage. J'aurais vraiment envie de vous parler. Bon, vous n'êtes pas là. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous rappellerai parce que j'avais vraiment envie d'échanger avec vous. Alors, tant pis pour vous, je vous aime. » Donc là, vous l'entendiez. Ouais. Je vous aime. Quelle parole, tant pis pour vous, je vous aime. C'est marquant. Très. C'est pour ça que quand j'ai des heures un peu noires, un peu sombres, des moments de doute, eh bien, je pense à des gens comme ça qui m'ont apporté leur confiance, leur lumière, et puis ces phrases qui vous portent « Tant pis pour vous, je vous aime ». Et qui ont cru en vous. Ah ouais. Sans condition. Ah mais c'est fou. Qui ont vu, ces gens-là qui voient en nous quelque chose qu'on n'a même pas vu nous-mêmes. Ils voient le meilleur. C'est fou, là, ça, quand même, ces personnes-là. Et ils vous tirent vers le meilleur de vous-même. Et qui arrivent à trouver les mécanismes pour qu'on le ressente aussi, ce qu'eux ressentent à notre contact. Ouais. Ces personnes-là, c'est... On se dit, ça serait bien que je ressemble un peu à la personne qu'elle voit. Mais ça nous donne confiance. Oui, oui, oui. Ça nous donne une direction, on dirait. Non, tant pis pour vous, je vous aime. Ah, ça pourrait être un titre de livre. Je pense qu'un jour, je vais écrire un livre sur les gens qui ont compté pour moi et que je l'appellerai « Tant pis pour vous, je vous aime ». C'est porteur. C'est porteur. Est-ce que vous êtes prêts à vous rendre au niveau mauve? C'est le dernier niveau. Allons-y. Alors, vous choisissez une question. Hop. Merci. Avec quelle personne décédée aimeriez-vous partager un repas? Ouh. Il y a du monde, hein. Je crois vraiment que... j'aimerais déjeuner avec Mozart. C'est ma grande passion. J'hésite avec Diderot, qui est mon autre grande passion. C'est toujours un homme du XVIIIe siècle. Hein. C'est mon siècle. C'est mon siècle. Croyez-vous à la réincarnation? Non. Non? Il y a peut-être quelque chose qui est resté de cette période-là? Non, mais... Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous diriez à Mozart? Souvent, vous savez, à Paris, il y a 20 arrondissements et on dit qu'on est du 6e, du 5e. Moi, je dis toujours, moi, je suis du 18e. Pas l'arrondissement, le siècle. Qu'est-ce que je dirais à Mozart? Ouais, Je m'occuperai de lui.
Je m'occuperai de lui parce que vraiment, il avait une santé pas possible, il était en surmenage. Et puis le problème de Mozart, c'est qu'il était le seul à avoir compris à son époque qu'il était Mozart. Parce qu'il était... Les gens ne se rendaient pas compte. On dirait qu'il avait besoin d'être contenu à quelque Alors part. moi, je lui dirais, t'es Mozart, attention. Oui, ça, je lui montrerais qu'il y a quelqu'un qui a conscience de son génie absolu et puis que avec moi, il mourrait pas à 37 ans. Ça aurait changé l'histoire. Vous auriez changé son histoire à lui. Ah bah ça, ça aurait été un de mes rêves, oui, c'est vrai, oui, bah oui. C'est parce que des chefs-d'œuvre. Alors ça va, il nous en a lissé des heures et des heures de chefs-d'œuvre, mais il aurait pu en avoir encore plus, puis sa vie aurait pu être moins dure parce que c'était dur, il avait toujours les huissiers derrière lui, il était toujours en train de courir après l'argent, il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, il a quand même perdu plusieurs enfants avec Constance, sa femme, son père qui avait été merveilleux dans son enfance était insupportable pendant son âge adulte, sa sœur s'était éloignée, il était confondu avec des êtres sans valeur, alors que lui avait une haute conscience de sa valeur. Mais ça, je pense que c'est grave quand tu as une conscience de ta valeur et que les autres ne la voient pas. Ouais. C'est l'inverse de ce qu'on vient de décrire. Ouais. Et ça, c'est que quel geste on pose. Et là, on éloigne les autres parce qu'on pose des gestes des fois exubérants pour se faire voir. Exactement. Et là, ça a l'effet contraire. Exactement. Il passait pour prétentieux alors qu'il était juste conscient. Et puis, il en faisait trop, parfois. Puis, il y avait un enfant qui était resté parce que à 6 ans, il était sur les genoux des rois et des reines. Et puis, une fois qu'il est adulte, il n'intéresse plus personne. Et puis, il n'est pas spécialement beau. Alors qu'enfant, il était mignon. Puis, il était enfant, surtout. Donc, un enfant prodige, ça fascine tout le monde. Un adulte musicien, ça fascine personne. Ça vient d'où, vous pensez, ce don-là? Parce que lui, il avait un don. Il y avait quelque chose qui venait, on dirait, d'ailleurs. Moi, je pense que voilà, il y a des cerveaux qui ont des facilités pour quelque chose. Lui, c'était évident que... son père en a été ébloui tout de suite. Il avait des facilités pour la musique. Je crois que chacun de nous doit chercher son don. Et puis, pour être sûr de vivre sa vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Ah, c'est une bonne piste, ça. De trouver son don. Oui. Puis ça peut être... Son don, ça peut être une façon d'être avec les autres, ça peut être... C'est pas grandiose, nécessairement. Non, c'est ça. Souvent, on est dans le grandiose quand on parle de là don. Où on est super bon, sans même se forcer et sans même s'en rendre compte. C'est les autres, souvent, qui vous disent... Le don. Là où vous êtes extraordinaire. Et alors, souvent, la bêtise ou l'orgueil, c'est de vouloir prouver qu'on est bon ailleurs que là. Et je crois que... Une forme de sagesse, c'est de consentir à son don, une fois qu'on l'a repéré. Et pas essayer de vouloir prouver qu'on est bon partout, mais devenir vraiment bon là où déjà spontanément on est bon. C'est-à-dire suivre sa pente, mais en montant. Et entendre ce que les autres, des fois, nous disent. Au lieu de dire, ben oui, mais t'aurais fait pareil. Non, attends. Oui. J'ai peut-être quelque chose à comprendre voilà, de ça. Il faut accepter d'être diagnostiqué par les autres. Moi, par exemple, je n'avais pas compris que j'étais écrivain. J'ai été d'abord diagnostiqué par les autres. Tout le monde avait compris. Mes parents, les instituteurs, les institutrices, ensuite les professeurs, etc. Mais moi, comme j'étais multipassionné, j'étais partant pour faire mille autres choses. Et puis, au bout d'un temps, j'ai fini par comprendre que, oui, là, il y avait quand même un don manifeste et qu'il fallait peut-être que... L'exploiter. Hein, voilà. C'est la phrase du grand poète grec Pindare. Pindare disait « Deviens ce que tu es lorsque tu en as pris conscience. » Voilà. Et donc ça, c'est le chemin que nous devons vraiment tous faire. Autrement, on passe à côté de sa vie. Ouais. Et puis je pense qu'il y a du bonheur dans l'épanouissement de son don. Alors que si on est toujours à côté de soi-même, on ne fait que des efforts. Oui, c'est vrai. Il y a comme un raccourci dans la vie, c'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même. Ça n'empêche pas les ennuis et les difficultés, non. Mais au moins on est centré. On est centré. Est-ce que vous avez une question pour moi? Peut-être que vous n'en avez pas aussi, mais si vous en avez une, vous pouvez me la poser, n'importe quelle question. Si, oui, si.
cette empathie que vous avez avec les autres, c'est quelque chose de naturel ou de développé? Complètement naturel. Ouais. Moi, j'ai toujours... c'est drôle parce que moi, je suis arrivée à la télé tardivement dans ma vie. J'avais 40 ans. J'ai jamais voulu faire... Moi, je suis une gestionnaire de formation. Ah oui? Absolument. Je suis une gestionnaire de formation. Donc, j'ai toujours géré des choses. J'ai fait du financement. J'ai géré une école de musique. J'étudie aussi en sciences économiques. Mais moi, mon conjoint était en politique, était chef d'un parti politique. Puis je me souviens, des fois, on s'assoyait à la table, puis on rencontrait des gens. Puis là, moi, j'avais les histoires de vie des gens. Puis là, je disais, hey, sais-tu qu'est-ce que cette personne-là vit? Voyons, ça fait 10 ans que je la connais. J'ai jamais su ça. Tu t'assois 15 minutes. Puis ça a toujours été ça. Je me souviens, un moment donné, j'étais embarquée en autobus. J'avais fait Québec-Montréal dans un autobus public, là, tu sais. Puis le chauffeur me disait, j'étais assis en avant. Il dit, vous regarderez, je m'appelle tel nom, vous regarderez d'ici quelques mois dans la rubrique nécrologique, j'y serai. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer généralisé. C'est mon dernier voyage en autobus, comme chauffeur. Mais ça, c'est pas mal l'histoire de ma vie. D'avoir ces inconnus. Puis moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai déménagé beaucoup aussi. Donc, j'ai dû apprendre rapidement à tisser des liens. Donc, j'ai appris un jour que aussi je m'adaptais trop. Que je me connaissais pas, parce que quand on s'adapte, c'est comme on se met de côté. Et à un moment donné, il est arrivé des choses dans ma vie où j'ai dû faire face à moi-même et dire, OK, un de mes problèmes, c'est cette capacité d'adaptation qui est trop grande. Mais elle va toujours rester là. Et ma capacité d'écoute que je ne savais pas que j'avais, je pense, avant d'arriver en télé. Et là, j'ai compris dans l'entrevue que ce que j'aime, c'est entendre, ne jamais juger, ne pas avoir d'intention, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Mais là, c'est juste qu'on le voit mieux. Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours été... Tu sais, moi, l'humain, au Québec, on a Jeannette Bertrand, que vous connaissez probablement. Jeannette, c'est... j'ai envie de dire qu'elle nous a un peu déniaisés, les Québécois et Québécoises. Elle a 98 ans. Elle a fait toujours des émissions pour qu'on comprenne, pour pas qu'il y ait de tabou. Elle nous a instruits humainement. Et c'est elle qui a fait en sorte que j'ai compris que moi, ma passion, c'était pas le volleyball, c'était pas le dessin, mais c'était l'humain. Et j'étais adolescente, parce que moi, je lisais Camus, je lisais Sartre, je lisais Beauvoir. Beauvoir a été une grande, grande inspiration. Je suis une féministe, tu sais, je pense que je suis née de cette façon-là. Moi, j'arrive vite aux barricades dans ma vie. J'ai fait de la politique rapidement. Et Simone de Beauvoir, c'est une de mes tantes qui m'a donné le livre « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Ce que j'étais, elle m'a dit ça te ressemble, mais elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir la porte à quelque chose en moi. Et à un moment donné, en écoutant Jeannette Bertrand, j'ai dit « OK, il faut que j'arrête de lire dans le fond de ma chambre ». J'avais l'impression que je faisais rien. Et c'est là que je suis arrivée aller aider des jeunes, des jeunes, j'étais aussi une jeune, j'étais une grande sœur, donc dans ma polyvalente, mon école secondaire, j'étais mis avec quelqu'un qui avait de la misère à manger, alors je le chapeautais. Après ça, je suis allée en politique, je disais, on peut changer les choses. Alors, tranquillement, ma vie s'est tournée vers l'autre et je m'implique socialement beaucoup, beaucoup. Et ce que je fais, c'est ça, c'est dans les témoignages des gens, moi, je me vois comme une courroie de transmission, et dans les témoignages, je le sais à quel point ça résonne chez ceux et celles qui écoutent. C'est souvent dans l'écoute qu'on apprend. Oui. Et dans les histoires de vie, on n'est pas juste en train de dire « Vous êtes ici au Salon du Livre, vous avez votre livre sur Maria Callas. » Oui, il y a ça, mais ça vient d'un homme qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt. Et moi, c'est cette découverte-là qui m'intéresse. Non, mais vous avez l'écoute, mais en plus, vous savez créer l'écoute chez les autres. Parce que c'est un double don. C'est le don d'écouter, mais le don de concentrer les autres pour qu'ils écoutent aussi. Ça, je ne l'avais jamais vu, cet aspect-là. Aussi. Autrement, ça ne marcherait pas. C'est vrai. C'est intéressant. Mais c'est vraiment une empathie... Je pense que je n'aurais jamais passé à travers tous mes déménagements dans mon enfance. À l'école primaire, entre 5 ans et 12 ans, j'avais fait 14 écoles. Je pense que si je n'avais pas eu cette empathie-là, je n'aurais pas passé au travail. Oui. Hein, j'aimais découvrir. J'aimais entendre. Et moi, j'aime pas qu'on juge. Puis je me dis, le jugement s'arrête quand on comprend. Le jugement, c'est de l'incompréhension. C'est une barrière qu'on se met. Donc, j'essaie de faire ça avec des gens comme vous.
J'ai toujours une dernière question, Éric. C'est la dernière. La lampe d'Aladin existe. Quels sont vos 3 vœux? Ouh! Ça finit toujours sur une belle note. Ah, mon Dieu! Alors... un premier vœu, je vais le prendre pour moi. Après, je serai plus altruiste. Premier vœu que j'ai cette énergie longtemps. Voilà. C'est un cadeau, donc j'essaye d'être mérité ce cadeau, mais j'aimerais bien qu'il reste. Deuxième vœu, que les hommes se retrouvent dans l'humain au-delà des étiquettes, des pseudo-identités, des communautarismes, que les hommes se rendent compte qu'ils sont frères en ignorance et frères en fragilité, et que ça les rende moins violents. Troisième vœu, que tout le monde se mette à l'art. Ah! Ouais, que tout le monde se mette à faire de la musique, à peindre, à écrire, à lire, à danser. C'est-à-dire qu'on célèbre la vie. Parce que souvent, les sciences ou la philosophie sont là pour expliquer la vie, alors que les arts sont là pour célébrer la vie. Alors, la vie est belle, mais elle manque de célébration. Ça me porte de la couleur, hein? Merci, Éric Manuel-Schmitt, Merci. d'avoir accepté d'ouvrir votre jeu. Je ne le regrette pas. Vraiment, on a appris. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Et je veux dire aux gens, ceux et celles qui sont membres du Marie Club, rendez-vous à la page Ouvre ton jeu. Et les grandes questions que vous avez posées, on va se les poser aussi, parce qu'on a une communauté. On va se les poser. Et pour les autres, en fait, pour tout le monde, merci d'avoir été là. Moi, je viens de vivre quelque chose, en tout cas, grand. Moi aussi. Merci d'avoir... Non, mais merci de... Oui, merci beaucoup d'avoir accepté, parce que c'est quand même... Dans votre horaire chargé, vous avez pris le temps de vous arrêter. Oui, mais c'est bien, c'est une fontaine d'humanité au milieu d'une journée aride. Alors, merci à tous d'avoir été là. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.